Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire Orange dédié aux questions de l'IoT territorial et notamment des réseaux LoRa hybrides mis au service de nos territoires. On s'inscrit aujourd'hui dans le plein mouvement des territoires intelligents et durables qui lui-même s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a entendu depuis 20 ans sur les Smart Cities. Il semblerait qu'aujourd'hui les Smart Territoires trouvent leur vitesse de croisière, voire peut-être leur technologie reine avec le LoRa. Alors aujourd'hui, nous avons mobilisé un certain nombre d'intervenants autour de ces questions-là. À distance, Olivier Beaujard, qui est président du conseil d'administration de la LoRa Alliance, Frédéric Bonadier, qui est directeur de projet à la Société du Canal de Provence, et Guillaume Serra, qui est chef de projet à la Société du Canal de Provence, et enfin Jean-Luc Chazarin, qui est responsable du développement commercial de l'IoT chez Orange Business. Sans plus attendre, on va essayer d'y voir clair et de palier par palier donner des définitions à cet écosystème technique. Donc on va s'entretenir avec Olivier Beaujard de la LoRa Alliance juste après ce jingle. Olivier Beaujard, merci d'être avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de la LoRa Alliance. Donc, pour commencer, c'est quoi la LoRa Alliance ? Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. L'Alliance LoRa ou LoRa Alliance, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans à but non lucratif et dont l'objectif est de définir le standard qui connecte la technologie radio LoRa, qui a été inventé en France, à Internet avec le standard LoRaWAN. Donc LoRa Alliance s'occupe essentiellement de ce standard LoRaWAN qui permet de faire des réseaux sous différentes formes dans le monde entier. Le réseau LoRa, c'est un réseau mondial. Alors tout va dépendre du modèle de déploiement. Le standard est mondial, il est reconnu par l'ITU, l'entité des Nations Unies qui s'occupe des télécoms. Ensuite, chaque réseau est propre on va dire, de qui va le déployer, qui veut l'opérer. En l'occurrence, le réseau LoRa d'Orange couvre la France. Et vous avez des opérateurs qui sont présents sur plusieurs pays. Et puis vous avez aussi, on va y revenir avec les réseaux hybrides, des réseaux privés qui sont souvent plus locaux et qui couvrent un pays ou une partie d'un pays. Aujourd'hui, en termes de chiffres, quelques chiffres clés autour du LoRa, combien de capteurs, combien de réseaux opérés dans le monde, c'est quoi aujourd'hui, je dirais, l'amplitude ? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, il faut remettre les choses en perspective. Donc, la technologie LoRa, comme j'ai indiqué, c'est une technologie radio qui a été inventée en France il y a à peu près une quinzaine d'années. Et depuis qu'elle existe, la société dont je fais partie, qui possède cette technologie, Semtech, société américaine de semi-conducteurs, on a vendu 450 millions d'unités. Donc, il y a 450 millions de produits connectés en LoRa dans le monde. Donc, ça, c'est un chiffre cumulé. Et ensuite, en ce qui concerne l'Alliance LoRa, pour donner un ordre de grandeur aussi, on a 400 membres qui viennent du monde entier, de la petite start-up aux grosses sociétés. Évidemment, Orange est un de nos membres contributeurs de LoRa Alliance. 400 membres et ça représente 180 réseaux opérés, donc réseaux opérateurs dans le monde entier utilisant LoRaWAN. Un point de vocabulaire, LoRa Long Range et LoRaWAN Wide Area Network, c'est-à-dire réseau pour surface étendue. C'est de ça qu'on parle ? Oui, c'est-à-dire ça reste long range, comme vous l'avez dit justement. La technologie LoRa a été inventée et un des gros critères de performance, c'est la portée. Donc le range en anglais, long range, on parle de dizaines de kilomètres. Donc la radio permet, surtout en utilisant très peu d'énergie, d'atteindre ces types de portées, ce qui est très intéressant pour les collectivités ou les objets à connecter dans les villes ou dans les territoires. Et le protocole LoRaWAN, donc là ça vient de l'anglais, c'est pas un réseau local, c'est un réseau aussi qui s'associe avec la longue portée, donc Wide Area Network,
qui aussi portent à plusieurs dizaines de kilomètres. Et là, les opérateurs déploient les gateways ou antennes LoRaWAN pour couvrir tout ou partie des territoires. Alors, on a vu arriver, vous avez vu arriver au sein de la LoRa Alliance des collectivités ou des agences qui sont en charge de l'aménagement du territoire, notamment française, des structures publiques. Pourquoi elles s'emparent progressivement de ces technologies-là? Alors, ça va correspondre. Alors, il y a peut-être deux questions dans votre question. Pourquoi elles utilisent la techno LoRaWAN? Je pense que ça correspond parfaitement au cas d'usage qu'ils veulent couvrir ou qu'elles veulent couvrir. Notamment, souvent, les collectivités veulent gérer par eux-mêmes ou faire gérer l'eau pour leurs administrés. Donc, la gestion de l'eau, la technologie LoRa, comme j'ai dit, à la fois être longue portée et faible consommation, c'est exactement ce qu'il faut pour l'eau. Et aussi, il faut savoir que la radio passe très bien à travers la matière, donc le béton, ou, avec des exceptions, mais c'est très bien approprié pour l'eau. Donc c'est pour ça, notamment, la raison pour laquelle les collectivités ou les villes ont choisi la technologie LoRaWAN. Et ensuite, pourquoi certains membres rejoignent l'Alliance, donc qui sont des villes, c'est essentiellement, d'une part, pour faire la promotion de ce qu'ils ont fait auprès de leurs membres ou de leurs administrés, de dire, regardez, on a eu raison de choisir LoRaWAN, et j'en veux pour preuve, on rejoint la LoRa Alliance pour, en plus, souligner cette importance. Et puis ensuite, vous rejoignez l'écosystème LoRa, j'ai dit 400 membres, et quand vous venez dans LoRa Alliance, vous avez plus de 400 sociétés, là encore, de la toute petite jusqu'à la plus grosse qui est Amazon, par exemple, et vous pouvez un peu faire votre shopping, trouver tous les capteurs qui vont bien, toutes les gateways, toutes les solutions logicielles, et vous inspirer de ce qui est fait ailleurs, surtout. On passe énormément de temps, de ressources et d'énergie dans leur alliance pour faire la promotion de ce qui a été fait, pour que les gens dupliquent dans le monde entier. Avec 450 millions de pièces en LoRa et 125 millions en LoRaWAN, il y a énormément de cas d'usage et certains sont très étonnants. Donc, on ne se prive pas d'en faire la promotion pour que nos membres puissent en parler entre eux et refaire la même chose chez eux et surtout gagner du temps. Alors qu'on comprenne bien, un réseau LoRa, il y a plusieurs composantes. Il y a par exemple un compteur d'eau, on va revenir sur ces questions avec nos amis du canal de Provence. Un compteur d'eau qu'on connecte avec une antenne qui va envoyer des impulsions sur une très longue distance, des impulsions radio à une passerelle, qui va remonter ces informations vers une plateforme de données qui va permettre de piloter sur des rythmes à choisir, de suivre la consommation, de suivre un certain nombre de facteurs comme la détection des fuites, mais c'est aussi l'énergie dans les bâtiments, c'est aussi l'éclairage public, c'est tout ça. C'est ce type d'architecture qu'on trouve? Tout à fait. C'est exactement cette architecture réseau qui est standardisée par l'Alliance. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une architecture en étoile. On va dépendre de ce que vous appelez une passerelle ou une gateway. Ça ressemble, si vous voulez, à un boîtier Wi-Fi que vous avez chez vous, mais qui vient vous faire une portée de dizaines de kilomètres pour couvrir tous les capteurs qui vont être dans sa visibilité et remonter les données ou descendre des données. Les capteurs, le gros avantage, c'est qu'ils consommeront très peu de courant. Certains sont sur pile. On ne va pas avoir des sources de courant sur chacun des capteurs, donc c'est une technologie très bien pour les tas de cas d'usage dans la ville ou dans les bâtiments. Et puis ensuite, effectivement, la passerelle remonte, se connecte via des plateformes logicielles à Internet, à votre applicatif ou à l'applicatif du client. Alors là, il y a plein de solutions possibles. Mais en gros, la technologie radio spécifiée, comment dire, et logicielle spécifiée par LoRa Alliance, c'est de prendre des capteurs longue distance, basse consommation, et de renvoyer à un élément central connecté à un élément réseau. C'est ça le principe. Alors, l'objet aujourd'hui de ce webinaire, c'est la question des réseaux LoRa hybrides. Alors, on entend parler de réseaux publics, mais qui sont opérés par des opérateurs privés, puis des réseaux privés qui appartiennent à des structures publiques. Je vous avoue, Olivier, qu'on s'y perd un petit peu. Donc, l'objet de ce séminaire, c'est aussi de se dire quel est le vocabulaire qu'on peut mettre en place pour tous parler de la même chose. Vous, à la LoRa Alliance, vous parlez de quoi quand vous parlez d'hybride? Alors, hybride, ça va être une combinaison de cas d'usage et notamment, je dirais, le critère pour parler d'un réseau privé opéré ou voire public,
parce qu'il peut y avoir différents cas d'usage, c'est qui va posséder les antennes et qui va en être responsable. Parce qu'une grande partie des volumes dans le monde entier, ce sont des réseaux privés. C'est des entreprises qui vont déployer un réseau LoRaWAN pour leur usage propre chez eux. Mais ça ne répond pas à tous les cas d'usage, notamment dans les villes, parce qu'il faut utiliser des données pour les administrer ou leur donner accès à certaines données dans certains cas. Donc là, on va devoir mixer une partie qu'on appelle réseau privé avec un réseau opéré, c'est-à-dire que là, on a l'intervention d'un opérateur, donc type Orange en l'occurrence, qui vient gérer tout ou partie des passerelles, des gateways, des données, pour les rendre disponibles à leurs clients ou aux clients de leurs clients. Et un réseau hybride, ça va être une combinaison de ces deux, privé et opéré. Donc pour faire simple, parce que vous avez tout à fait raison, Sébastien, on a tendance à trop complexifier, surtout quand on parle de technique. Il faut parler d'un réseau opéré avec l'intervention d'un opérateur, parce qu'elle a plein de modèles, versus un réseau privé qui appartient à un seul usage, enfin, il peut y avoir plusieurs usages, mais à une seule entreprise ou une seule personne, si c'est un réseau particulier. Donc privé, opéré. Un réseau propriétaire qui est privatif, Voilà. à une structure donnée, mais qui s'articule avec un réseau qui est lui opéré par un opérateur comme Orange. On va y revenir. Merci pour ce point d'éclaircissement. On a la théorie, on va rentrer dans la pratique avec nos amis du canal de Provence juste après ce jingle. Retour en Provence, si je puis dire, avec donc Frédéric Bonadier et Guillaume Serra. Merci d'être avec nous. Vous êtes passé entre les gouttes des problèmes de train. On a eu de la chance de faire ce webinaire aujourd'hui, et pas hier en l'occurrence. Vous travaillez pour la Société du Canal de Provence, qui est une société d'économie mixte dont on mesure assez mal les contours et qui, en préparant ce webinaire, moi personnellement, m'a bluffé par l'étendue de ses compétences, de ses responsabilités et de son réseau. Je vais vous demander, Frédéric, de nous la présenter, cette Société du Canal de Provence. Oui, effectivement, donc la Société du Canal de Provence, c'est un opérateur qui agit dans le domaine de l'eau, qui porte en fait une mission d'intérêt général. Hein. L'eau, c'est un bien commun. Au travers de différentes activités, donc l'aménagement hydraulique des territoires, le transport et la distribution d'eau, majoritairement ce qu'on appelle de l'eau brute, hein, c'est-à-dire non traitée, au travers du territoire. Mais aussi, on fait de l'ingénierie et du conseil, donc dans le cadre de prestations sur le secteur concurrentiel en France et à l'international. On propose aussi des services et des équipements, toujours autour de l'eau. Et puis, on agit aussi dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, bien sûr, l'hydroélectricité, mais aussi le photovoltaïque autour des ouvrages hydrauliques. Et donc, la SCP porte le défi d'une gestion efficace de l'eau, d'un partage équitable de l'eau, qui sont d'autant plus importants dans le contexte de changement climatique qu'on observe évidemment. Voilà. Alors ensuite, le cœur de métier, on va dire, de la société, c'est donc aménageur et porteur du service de l'eau dans le cadre d'une concession. Donc la SCP est concessionnaire de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et donc gère à ce titre un vaste patrimoine hydraulique qui est très important, comme vous le disiez, avec des grands ouvrages, hein, des barrages, des réserves, des réservoirs, des stations de pompage, donc ça, des canaux évidemment, et des canaux et galeries. 6000 km de canalisation. Voilà. Après, ça, c'est les grands ouvrages. Et puis, il y a la distribution. Donc, effectivement, c'est des réseaux de distribution. Et c'est là que ce dont on parle aujourd'hui s'applique. Donc, les IoT et le LoRa. C'est 6000 km de canalisation, environ 70 000 points de livraison, points de comptage, donc, pour environ 55 000 clients. Et pour
du multi-usage, on appelle ça, hein, c'est-à-dire des usages variés. Alors, il y a des usages industriels pour les grandes ou petites industries, des usages urbains pour les villes, par exemple, Marseille, vous avez Marseille pour l'agglomération de Marseille. On alimente en partie, hein, la ville de Marseille. La ville de Marseille est très sécurisée d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le canal de Marseille. Donc l'urbain, mais tout Aix, par exemple, Aix-en-Provence est alimenté aussi, une partie de Toulon également. Donc des grandes villes ou des petites communes, hein, ça peut être des petites communes. En tout, il y a 188 communes et environ 2 millions d'habitants qui sont desservis par de l'eau issue du canal de Provence. Sur 4 départements. Sur 4 départements, tout à fait. Les agriculteurs. Et donc voilà, les agriculteurs, donc ça c'est un usage prégnant en termes de débit, en termes de pointe de consommation sur nos réseaux en période estivale pour l'irrigation des cultures, hein, qui est de plus en plus nécessaire d'ailleurs, avec encore une fois le réchauffement climatique. Et puis des usages plus pour les particuliers, donc domestiques ou arrosage de jardins ou arrosage de parcs et jardins dans les collectivités. Et puis aussi on alimente des entreprises, des petites collectivités. Et puis il y a un usage non négligeable quand même aussi qui est la protection incendie pour notamment les forêts, donc la défense des forêts contre les feux. Oui. D'accord. Et puis donc on agit donc avec la région, hein, on est un opérateur de la région en tant que concessionnaire et donc on est très impliqué aussi dans les plans régionaux, le plan Or-Bleu là, qui a émergé en 2023, notamment après l'année de forte sécheresse de 2022 qui risque de se reproduire à l'avenir bien sûr. Oui. Et donc là c'est des actions de développement des réseaux, de ces réseaux multi-usages et aussi d'accompagnement à la sobriété, accompagnement de tous les usagers de l'eau à la maîtrise de leur usage de l'eau pour que seulement la quantité nécessaire soit utilisée et permettre un partage, encore une fois, équitable entre tous les usages et entre tous les usagers. Dans une région qui a toujours été historiquement marquée par cette préoccupation de l'eau. Ça ne date pas, je dirais, du réchauffement climatique. Hein. On a tous Pagnol en tête et Manon des Sources. Et d'ailleurs, vous avez développé un projet autour des objets connectés pour aller encore plus loin dans votre maîtrise de la ressource qui s'appelle REMU. R-E-I-M-U. Oui, vous allez Merci donc pour le jeu de mots. C'est une allusion évidemment. À l'acteur fameux de Pagnol, Rému, avec un A, mais AI. Donc Rému, là, en l'occurrence, ça veut dire réseau d'eau intelligent multi-usage. Donc on insiste sur cet aspect multi-usage de nos réseaux de distribution d'eau, et puis intelligent parce qu'on y met du numérique, on y met de l'intelligence. Donc le but de ce projet qu'on a initié en 2020, c'était d'utiliser les technologies donc IoT, avec le LoRa, Big Data, Cloud, etc., solutions informatiques à grande échelle, et intelligence artificielle également. En fait, le but, c'est d'augmenter notre patrimoine de données et de le valoriser pour des objectifs importants de nos métiers et pour nos clients. Hein, donc c'est un projet qui a émergé avec une phase pilote sur 3 années, donc entre 2020 et 2023. Et maintenant, on est passé à l'échelle pour aller plus loin. À la base de ce projet, donc c'est du déploiement d'objets connectés, essentiellement, très majoritairement, donc des compteurs communicants, qui utilisent la technologie LoRa et les réseaux LoRaWAN. Donc en majorité, c'est des compteurs d'eau classiques associés à des modules radio qui communiquent en LoRa et qui permettent de collecter la donnée et de la transmettre au travers du LoRa, on en parlera. Et ensuite, le but, c'est de valoriser, donc de collecter, de structurer toute cette donnée et de la valoriser en complément du patrimoine de données existant, parce qu'on a aussi beaucoup de données sur nos ouvrages principaux, dont je parlais, qui sont, eux, historiquement très instrumentés, où on a beaucoup de mesures, très monitorées, très supervisées, avec un SCADA, avec des systèmes de régulation dynamique du canal, etc. Et donc, c'est par le croisement des données qu'on va faire... utiliser toute cette richesse. Et on a 2 grands objectifs. Donc c'est un objectif d'optimisation, pour parler vite fait, de nos process d'exploitation,
de nos réseaux et de conception de nos réseaux et de suivi de nos réseaux sur la durée. Et puis un autre objectif qui est plus tourné vers nos clients pour leur offrir des services de suivi de consommation, des services d'alerte de surconsommation, d'alerte de suspicion de fuite, pour, là encore une fois, les accompagner dans une maîtrise de leur usage de l'eau et accompagner la sobriété sur l'ensemble de notre concession, de nos réseaux. Donc la gestion d'un réseau de distribution équitable, on l'a dit, de l'eau et derrière des données qui vont vous permettre à la fois de faire évoluer votre propre infrastructure, mais aussi d'apporter plus de services à vos clients et notamment une certaine, on va dire, pédagogie ou des bonnes pratiques en matière d'usage de cette eau qui est précieuse. Et oui, c'est important. Hein, le plan de la région s'appelle Or Bleu. Dans la région, encore une fois, on sait combien cette eau est précieuse, on sait avec l'histoire. Heureusement, grâce aux aménagements du canal de Provence, entre autres, la région est plutôt préservée et plutôt, on va dire, équipée pour l'avenir, avec des grandes réserves d'eau dans les barrages gérés par EDF et ensuite toute cette infrastructure de la concession régionale du canal de Provence. Oui, parce que on l'a peut-être pas dit d'ailleurs, les eaux qui vous alimentent, c'est celles du Verdon et de la Durance. On voit peut-être derrière des images. Donc la ressource principale, c'est le Verdon, une eau de très bonne qualité. Et aussi la Durance sur d'autres secteurs. On a aussi d'autres ressources, mais principalement, c'est ces deux cours d'eau. Ce sont des eaux superficielles qui alimentent. Donc on a la chance dans cette région d'avoir un château d'eau avec les montagnes du Haut-Verdon, du Haut-Var et des Alpes d'Haute-Provence, et qui permettent d'alimenter l'ensemble de la région jusqu'au littoral. Merci Frédéric Bonadier. Guillaume Serra, vous êtes le chef de ce projet REMUF. Le dispositif, en l'occurrence, votre stratégie de départ, on a parlé de 70 000 points de comptage, c'est ça? On se dit c'est énorme. Comment on fait pour arriver à monitorer 70 000 points de comptage? Et vous, votre démarche, elle est partie de quel constat et de quel objectif? Alors, ce qu'on a fait, notre stratégie, ça a surtout été d'apprendre à marcher en marchant, en fait, quelque part, puisque 70 000 points de comptage à rendre communicants, ça ne se fait pas en un jour. Donc on a fait le choix d'y aller séquentiellement et de le faire géographiquement, notamment, puisque les 70 000 points de comptage et 70 000 compteurs que nous exploitons sont répartis sur toute la région, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme expliquait Frédéric. Le LoRa, il s'est imposé à nous à travers les fournisseurs avec qui nous travaillons, les fournisseurs de compteurs d'eau, que sont Itron et Dimetering, qui sont deux marques de compteurs que nous exploitions déjà depuis un moment et qui nous ont proposé finalement ces modules en LoRa et qui s'adaptaient très bien donc avec notre parc existant. Et nous avons fait le choix dans la phase pilote de 2020 à 2022 inclus, qui a été un petit peu retardé comme chacun sait à cause des événements de 2020 et notamment parce que l'approvisionnement dans ces pièces électroniques en 2020 a été assez en tension. On a fait le choix d'équiper petit bout par petit bout environ 5 000 compteurs. Nous avons rendu communicants 5 000 compteurs pendant cette première phase de 3 années. Alors, au point de départ, vos compteurs n'étaient pas du tout communicants. Au point de départ, effectivement, contrairement à d'autres entreprises qui ont pu installer par le passé des modules, ce qu'on appelle de radio-relève, c'est-à-dire c'est de la relève mobile, c'est l'antenne qui va permettre de capter le message du compteur qui va se déplacer à quelques centaines de mètres, un petit peu moins des compteurs pour récolter la donnée et la donnée de comptage. Nous, on avait des compteurs tout simplement sans module de communication et qu'il fallait relever physiquement, en effet, et qu'on relève toujours physiquement pour partie, puisqu'on est actuellement à 40% de notre déploiement, j'y reviendrai. Et donc, on relevait effectivement ces 70 000 compteurs en à peu près 2 mois avec la force de 80 exploitantes et exploitants sur tout le territoire. Une fois par an pour assurer la facturation de nos clients. Ah oui, donc c'était des centaines de personnes qui allaient à la pêche à l'info, dans le cadre de contrats que vous aviez de sous-traitance avec des exploitants. Contrats de distribution, d'accord. C'est eux qui allaient relever, qui vous remontaient les chiffres et compteur par compteur. Oui. D'accord. Nos exploitants, le personnel de la CP, oui. D'accord, c'est nos 80 exploitants de nos services d'exploitation. D'accord. Ok, donc là vous êtes à 40% de déploiement. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors, que vous pensiez au LoRa, vous vous dites, tiens, technologie intéressante, vous en avez regardé d'autres?
des technos ou, comme la 5G ou des choses comme ça? On a regardé on a fait de la veille technologique, mais encore une fois, Ouais. on a regardé ce qui se faisait en particulier auprès des fournisseurs avec qui nous Ouais. avions l'habitude de travailler jusqu'à présent. On était un petit peu quelque part contraint par l'existence de ce parc. Donc on a pensé au NB-IoT notamment, qui existe chez ces deux fournisseurs-là, mais le meilleur matériel qui s'imposait à nous était le LoRa à ce moment-là. D'accord. LoRa hybride? Alors, avant d'arriver au LoRa hybride, ce qu'on a fait, c'est que pour déployer, on s'est appuyé sur l'infrastructure Orange d'un opérateur, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ouais. Nous avons contractualisé à travers un appel d'offres dès 2018 ou 2019, et nous avons fait le choix de déployer pendant la phase pilote dans les zones qui étaient couvertes, puisque nous avions à disposition les cartes de couverture Orange, pour immédiatement transformer l'essai et récolter la donnée et puis pouvoir mettre les cas d'usage immédiatement en marche. Donc là, qu'on comprenne bien, il y a un réseau qui existe, c'est celui d'Orange, un réseau LoRa. Vous pouvez mettre en place vos capteurs dans le périmètre de couverture de ce réseau, autour de 95%. Oui. Enfin, on y reviendra avec Jean-Luc Chazarin. Et donc là, vous mettez vos capteurs et ça fonctionne. Vous pouvez mettre les gateways, vous pouvez remonter la donnée tout de suite. Enfin, du coup, les gateways, ce sont celles d'Orange. Nous, on n'a pas d'infrastructure, on ne travaille pas sur l'infrastructure à ce moment-là. On travaille uniquement sur la pose de l'objet du début de la chaîne de mesure. Donc l'émetteur, on va dire. Oui. L'émetteur. D'accord. Et on s'appuie sur l'infrastructure existante, ce qui, dans un premier temps, nous permet d'avoir un résultat très rapidement. D'accord. Pour autant, nous avions identifié, puisque nous exploitons la quasi-totalité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des zones blanches non couvertes par Orange, puisque ainsi est fait le réseau de l'opérateur. Et nous nous sommes essayés dans une zone en particulier à proximité de Manosque, ou à proximité du CEA Cadarache, plus exactement. Nous nous sommes essayés dans le déploiement d'une infrastructure donc propriétaire, privé, avec des passerelles que nous avons nous-mêmes achetées et installées et sur lesquelles communiquent un certain nombre de nos IoT qui sont installés dans le périmètre. Donc vous avez créé votre propre réseau propriétaire. On a créé notre... Par rapport à des besoins particuliers, vous disiez zone blanche, d'une part. Il y a d'autres cas de figure dans lesquels le LoRa, entre guillemets, opéré, ne peut pas forcément aller chercher. On a parlé des regards, notamment. Alors, discuter de couverture, c'est pas aussi simple que de dire ça marche. Il y a plein de cas de figure, en effet. C'est un niveau de couverture. On s'attend à ce que installer... Enfin, d'ailleurs, c'était un petit peu... Encore une fois, on a appris à marcher en marchant. Donc, on a installé ces compteurs communicants en s'appuyant sur l'infrastructure Orange en se disant que tout irait très bien dans le monde merveilleux puisque les cartes de couverture nous disaient que c'était favorable. Sauf que il peut y avoir des conditions locales qui vont faire que la couverture Orange n'est pas assurée. Ça peut être effectivement les cas de figure où les compteurs sont enterrés trop profondément sous terre et sont placés sous des capots, des plaques de protection qui vont être carrossables, donc de la fonte très épaisse qui va limiter, quand même tout à l'heure Olivier Beaujard rappelait que la radio pouvait passer à travers le béton. On constate quand même que à travers la fonte, c'est peut-être plus compliqué. Voilà, c'est peut-être plus compliqué. En tout cas, quand on est dans ces 60% de cas, dans 60% de nos compteurs, ce sont ces cas-là. Pour 40% d'autres cas, ce sont des bornes d'irrigation. Donc ça ressemble à peu près à un poteau incendie qu'on peut trouver au bord de la route avec différentes prises de desserte pour les agriculteurs. D'accord. Et à ce moment-là, les IoT sont hors sol et n'ont pas de difficulté y a pas de à problème, communiquer. ouais. Pour autant, donc, un capteur qui va communiquer à un instant T ne va peut-être pas communiquer pendant toute sa vie avec la même qualité de service. Ouais. Et donc, on va se retrouver avec des zones un petit peu, je dirais mi-figue, mi-raisin en termes de couverture, un peu fragile. Ouais. Et où là, ça pourrait être intéressant à la fois pour nous, soit éventuellement déployer une infrastructure propriétaire dans la mesure du possible. Encore faut-il disposer de foncier, disposer d'électricité pour pouvoir réaliser ces infrastructures-là. Ou alors envisager peut-être une couverture qui puisse être complémentaire entre celle de l'opérateur et notre réseau propriétaire qui serait un petit peu plus éloigné. Parce que la portée du LoRa, tout à l'heure a été rappelé, est d'environ 10, on a même constaté jusqu'à 15 km. Mais du coup, à l'intersection entre la portée de l'opérateur et la portée de la zone propriétaire, il n'empêche qu'il y a des capteurs qu'il faut aller chercher et où préférentiellement l'un ou l'autre n'est pas satisfaisant. Il faut peut-être jouer avec les deux.
Et juste une petite précision, depuis le départ, en termes de stratégie, dans le cadre du projet, connaissant bien à la fois la géographie de notre région, la topologie de nos réseaux, les caractéristiques qu'a rappelé Guillaume sur nos points de comptage et la faible densité aussi, parce qu'on n'est pas un réseau urbain très dense, donc nos points de mesure, ils sont assez dispersés sur des grandes surfaces. La surface est environ 80 000 hectares, donc sur les 4 départements, comme vous disiez. Donc depuis le début, on s'est dit, on sait bien qu'on va s'appuyer en base sur la couverture d'Orange parce qu'on peut transformer l'essai rapidement. Et ensuite, dans certains cas, il faudra qu'on fasse autrement. Et le LoRa offre la possibilité d'implanter des infrastructures ou une infrastructure propriétaire ou privée et qui va nous permettre d'aller plus loin là où c'est nécessaire. Parce qu'il y a la topographie et la physique des choses. Donc, pour résumer, ce réseau LoRaWAN hybride de la Société du Canal de Provence, c'est l'articulation entre un réseau opéré par Orange, un réseau opéré, on va dire, un réseau opérateur, et puis un réseau propriétaire que vous avez construit en fonction des nécessités locales. Alors, les objets sont supposés parler à ces deux réseaux. Ces deux réseaux s'articulent. Alors, est-ce que ça se fait si automatiquement que quand je change de pylône avec mon téléphone? Non. Ou est-ce qu'il faut être un peu plus vigilant que ça? Non, justement, c'est pas aussi simple que ça et ça se manage. Et la création de deux fonctionnements différents, propriétaires et opérés, nous a apporté des écueils dans un premier temps, puisque le principe du LoRa, c'est que vous avez un capteur qui va être provisionné sur ce qu'on appelle un LoRa Network Server. Olivier Beaujean pourra en parler plus longuement et mieux que moi probablement. Ce capteur, donc on doit dire au réseau que ce capteur est existant et que ce capteur est à soi, pour qu'il puisse communiquer sur le réseau et que les données puissent revenir. D'accord. C'est ce qu'on appelle le provisioning. On va donner sur le LoRa Network Server l'ensemble des informations du capteur pour que la discussion puisse se faire. Dans le schéma que nous avons choisi, nous avons déployé essentiellement avec l'opérateur Orange, nous déployons et nous provisionnons la totalité des capteurs que nous recevons de la part de nos fournisseurs sur le réseau Orange. Si bien que lorsqu'ils sont installés sur le territoire, ils vont discuter avec le réseau Orange. Lorsque vous vous retrouvez avec un capteur dans une zone où finalement c'est le réseau propriétaire qui remplace le réseau Orange en son absence, la grande question au départ, c'était que faut-il faire au niveau du capteur? Cet appairage qui est réalisé selon la norme LoRa, c'est-à-dire le join request de l'objet et le join accept de la part du LoRa Network Server, doit-il être forcé à nouveau? Doit-on aller faire des actions sur le terrain qui nécessiteraient du coup des coûts non prévus pour gérer ce parc-là? Finalement, on a eu l'heureuse surprise de découvrir que les capteurs embarquaient des processus de fréquence de rejoin. Alors, je m'exprime peut-être mal, mais en tout cas, à certaines fréquences, de faire une nouvelle demande d'appairage à un réseau. Et on a donc laissé, je dirais, les capteurs sortir du réseau opéré pour aller vers le réseau privé, propriétaire, mais ce qui veut dire qu'il y a une interruption de service pendant un certain temps, ce qui pour l'instant pourrait nous convenir, mais n'est pas forcément convenable pendant toute l'année, par exemple. Donc là, à l'heure actuelle, manager un capteur, un capteur qui parle d'un réseau opéré ou sur un réseau propriétaire, c'est pas si simple que ça. D'accord. En tout cas, oui, ça se regarde, ça ne marche pas tout seul. Mais enfin, la technologie, c'est assez rare que ça marche tout seul. C'est des projets techniques qui se managent avec des bénéfices. On l'a vu, des services effectivement d'alerte fuite, de consommation pour vos clients. Un premier bénéfice qui sera peut-être effectivement une durée moindre de la campagne de relève. Nettement moindre, oui. Nettement moindre. Oui, nettement moindre, puisque nous avons évalué à presque un gain d'équivalent temps plein chaque tous les 2 ans, donc ce qui n'est pas rien. D'autant que, encore une fois, nous partions d'un parc qui n'était pas du tout communicant à un parc qui le devient. Donc les compteurs, les 40% de compteurs aujourd'hui sont relevés depuis l'interface Orange Live Object. Les trames et les données qui en sont ensuite transformées en données métiers sont directement gérées dans notre logiciel de facturation. Quant aux endroits où malheureusement la couverture n'est pas satisfaisante ni sur le réseau opéré ni sur le réseau propriétaire, parce que ça arrive. En tout cas, dans la démarche dans laquelle nous sommes de construction, c'est encore des cas qui arrivent. Nous pouvons faire la radio relève que j'indiquais tout à l'heure, qui nous fait donc un gain considérable. Donc c'est pour la Société du Canal de Provence, en tous les cas, le premier gain est facilement mesurable.
Et après ça, il y a énormément de cas d'usage, comme on le disait, qu'on peut inventer, qu'on a en tête ou qu'on a déjà fait, et qui apportent des gains de diverses natures. Bon, peut-être pas. Et qui sont rendus possibles par cette technologie-là. Aussi par cette technologie, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Je précise qu'à la fin de ce webinaire, il y a une session de questions. Je vois les questions du chat qui continuent effectivement de s'incrémenter. Vous aurez des réponses à la fin de cette session. Et juste avant de me tourner vers Jean-Luc Chazarin, je vais demander à la régie d'envoyer un jingle. Jean-Luc Chazarin, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable du développement commercial IoT chez Orange Business. IoT qui veut dire Internet of Things, l'Internet des objets. Ce que vous avez entendu, le cas du canal de Provence, est-ce que ça ressemble à des situations que vous rencontrez chez d'autres clients et quelles sont les questions qui reviennent le plus dans les collectivités ? Effectivement, Sébastien, aujourd'hui, on a un réel mouvement des acteurs publics et un intérêt pour les réseaux LoRaWAN sur leur territoire. Donc, on a aujourd'hui énormément d'appels d'offres pour construire des réseaux dits propriétaires. Donc, il y a un mouvement des collectivités locales, soit des syndicats mixtes, soit des départements, soit des régies d'eau, les syndicats d'électricité, pour être propriétaires d'un réseau LoRa. On a dit les avantages, déjà économie, puisque c'est une technologie qui coûte pas cher, qui permet de connecter un grand nombre de capteurs. Alors pas cher par rapport à quoi? Par exemple, on a parlé de la 5G. La 5G, il faut... Effectivement, par rapport à la 5G... il faut des licences Il faut des licences pour la 5G. Un réseau LoRa n'a pas besoin de licence, donc on peut facilement en déployer un. Et c'est très adapté pour des capteurs, par exemple, on citait les compteurs d'eau, qui vont moins solliciter les batteries et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'octets. Enfin, la transmission de données est très faible. Ouais. Et donc, c'est des technologies extrêmement adaptées et qui sont peu coûteuses par rapport à d'autres technologies. Elles ont des limites. Évidemment, on ne peut pas faire de la vidéoprotection avec du LoRaWAN. Oui, il y a trop de données à gérer. Voilà, exactement. Mais c'est extrêmement bien adapté. Donc aujourd'hui, on a ce mouvement des acteurs publics et privés pour construire ces réseaux propriétaires. On a les mêmes problématiques, c'est-à-dire construire un réseau propriétaire, certes, mais quand même regarder aussi ce qui existe sur le territoire pour éviter de faire du doublon, d'où l'intérêt de faire un état des lieux de ce que proposent les opérateurs. Donc côté Orange, effectivement, on a notre réseau opéré qui couvre aujourd'hui 95% de la population. Donc on a 6000 passerelles LoRaWAN sur le territoire. On a dit les limites, mais le réseau LoRaWAN d'Orange est très adapté à des usages dits outdoor à l'extérieur. Pour tout ce qui est capteur à l'extérieur, là on a un très très bon niveau de couverture. Par contre, effectivement, il y a des limites pour certains usages comme le deep indoor, donc pour des compteurs ou des capteurs qui soient sous-sol, enterrés, oui, ou le indoor, c'est-à-dire à l'intérieur des bâtiments. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui, dans le cadre de réponse à des appels d'offres, à des consultations, cette approche LoRa hybride, où on va réellement construire pour nos clients un réseau propriétaire, mais on va utiliser ce qui est existant sur le territoire, c'est-à-dire nos passerelles LoRaWAN, notre réseau opéré. Et c'est un réseau qui, lui, est de classe opérateur, c'est-à-dire qu'on a des points hauts qui sont plus performants que ce qu'on peut trouver sur des bâtiments publics, par exemple, qui sont plus hauts, et on bénéficie aussi de l'expertise d'un opérateur comme Orange. Alors la différence par rapport au cas de la Société du Canal de Provence, c'est que l'hybridation là est totale, c'est-à-dire qu'on a un roaming entre les deux réseaux, et donc un réseau sans couture. Ça veut dire que les objets sont accrochés, provisionnés sur les deux réseaux en même temps. Donc il n'y a plus ces problèmes de join, de recherche de réseau. Et donc l'hybridation qu'on propose aujourd'hui, ça veut dire que c'est un réseau sans couture et donc une sécurisation des deux réseaux, c'est-à-dire qu'il y a un backup entre les deux réseaux et une efficacité totale entre ces deux réseaux. Voilà, c'est un petit peu l'approche de ces réseaux aujourd'hui. On parlait effectivement de coûts. En gros, un capteur sur un compteur d'eau pour nos amis du canal de Provence, sur votre réseau, ça coûte combien ? Alors sur un capteur purement télérelève de l'eau, qui trafique peu, donc qui envoie peu de données, etc., on arrive à des optimisations quasiment à 0,25 centimes par capteur par mois, donc ça fait 3 euros par mois à peu près. 3 euros par an, par an, pardon. Donc ce qui est extrêmement faible. Mais là, on va travailler sur des volumes énormes, puisque une régie d'eau va gérer 100 000, 200 000 compteurs d'eau, donc il faut des tarifs très, très attractifs
pour qu'il y ait une équation économique rentable pour l'acteur public. Sachant, pour rester sur cette question économique, c'est aussi des réseaux potentiellement qui peuvent être source de... Alors, il y a les économies qu'on réalise, mais il y a aussi le ROI, puisque on peut louer son réseau à d'autres acteurs quand on est justement sur ça, sur ces réseaux entre guillemets hybrides ou sur la partie justement la partie propriétaire. On peut le Canal de Provence pourrait commercialiser une partie de son réseau ? Oui, en fait, il y a deux approches dans ce qu'on voit aujourd'hui. Soit c'est une régie d'eau, un syndicat d'électricité ou un acteur privé qui a ses propres besoins, typiquement le Canal de Provence, donc il va construire un réseau propriétaire ou hybride pour ses besoins propres, pour automatiser la relève, etc. Mais on voit aussi des syndicats mixtes qui sont dans le cadre des évolutions des réseaux d'initiative troisième génération, qui vont enrichir ces RIP troisième génération avec un catalogue de services LoRa, IoT, on a aussi de la vidéoprotection, on a d'autres services. Et là, leur but, c'est l'aménagement du territoire et offrir aux acteurs du territoire, essentiellement publics, une péréquation économique déjà, une couverture totale d'un département. Et là, revendre, effectivement, vendre l'utilisation du réseau LoRa à la régie d'eau, une agglomération, une mairie, etc. Donc il y a ces deux aspects. Et donc le Canal de Provence pourrait évidemment revendre... c'est des aspects mutualisation. Mutualisation, exactement, sur le territoire. Donc il y a une manière effectivement de faire de l'argent en faisant des économies, l'autre en louant un petit peu son réseau. Non mais cette saison, hein, on sait que les finances locales ne seront pas forcément dans ce sens-là. Donc de fait, alors on a beaucoup parlé de l'usage de l'eau et merci beaucoup à la Société du Canal de Provence. Mais il y a d'autres choses aujourd'hui sur lesquelles vous êtes questionné. On parle de déchets, on parle d'éclairage public, on parle de... Est-ce que vous avez des exemples à nous donner aujourd'hui de demandes qui vous sont faites ? Oui, alors le gros volume d'objets à connecter, ça reste la télérelève, les compteurs d'eau. Oui, c'est la killer app. C'est la killer app pour alimenter un réseau LoRa propriétaire. Après, on va trouver tout ce qui est attrait à l'énergie, à l'électricité, donc des armoires électriques, l'éclairage public, beaucoup. Les déchets avec tous les points d'apport volontaire qui peuvent être plusieurs milliers sur un territoire. C'est-à-dire concrètement, là, on a un capteur dans le container qui nous envoie le taux de remplissage et je sais par avance que dans 10 heures ou 2 jours, ça va être plein et que donc les gens vont se présenter au point d'apport volontaire, ils vont trouver des sacs partout, ils vont mettre le leur par-dessus. Concrètement, c'est à ça que ça sert ? Oui, exactement. Donc il y a deux notions. Il y a l'optimisation du fonctionnement de la collectivité par elle-même, donc optimiser les tournées de collecte des déchets, donc une économie énorme. Ne pas se présenter à un point d'apport qui n'est pas plein, donc on économise autant de gasoil. Oui. Exactement. Et puis après, c'est l'image pour le service aux citoyens, c'est-à-dire pas avoir des poubelles, des collecteurs de verre qui débordent, ce qui après alimente le mécontentement. Et donc voilà, on est vraiment sur cette thématique et donc on met des capteurs dans les collecteurs et qui envoient de la donnée régulièrement et on peut optimiser comme ça la collecte. Et est-ce que vous êtes questionné sur ce qui relève finalement de la sécurité civile ou en tout cas de l'inondation, tempête, incendie ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des solutions que vous commencez à développer dans ces domaines-là ? Oui, on travaille sur une collectivité qui est en région parisienne, là, qui équipe des bassins de rétention d'eau de capteurs de débordement pour éviter d'avoir des inondations. En particulier, eux, ils ont une zone d'activité proche de ces bassins de rétention. Et donc, il y a un système d'alerte dès que ça franchit un certain niveau d'eau. Après, on peut travailler aussi sur l'accès à des bâtiments qui ne sont pas surveillés, avec des capteurs d'ouverture, fermeture d'ouvrants. Donc on a toutes ces notions-là sur lesquelles l'IoT amène beaucoup de solutions. Dernière question, c'est celle de la pérennité de cette technologie. On a vu, ça consomme assez peu, donc on a des petites piles dedans. C'est des réseaux qui sont faits pour durer, qui vont être maintenus à long terme, à moyen terme. Est-ce qu'on peut investir dessus aujourd'hui quand on est une collectivité et qu'on regarde toujours au moins à 10 ans ? Oui, c'est une technologie déjà qui est mature. Je crois qu'Olivier l'a cité, ça a plus de 15 ans d'existence. Donc c'est des technologies très matures, faciles à déployer, peu coûteuses. Et la LoRa Alliance fait évoluer régulièrement cette technologie. Donc il y a une totale pérennité. Et nous, sur la partie hybride, en plus, on amène quand même, on répond à ce que veulent les acteurs publics, c'est-à-dire être souverains, donc être propriétaires de leur réseau, même si on utilise une partie du réseau opéré. Oui, parce que cette partie de réseau opéré, elle n'est pas, entre guillemets, à l'encan... Non, elle est incluse. C'est comme des sortes de VPN à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez votre part de ce réseau-là. Exactement, tout à fait. Donc on est bien dans la notion de propriété du réseau.
de propriété des données aussi, de flexibilité, puisque l'acteur public construit ou pas son réseau comme il le veut. Et la partie hybride a un gros avantage, c'est que elle est très flexible, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution des usages et la capacité à rassembler des acteurs sur le réseau hybride de la collectivité. Alors que si on construit tout d'un coup et qu'après on a du mal à attirer des syndicats d'eau, des régies d'électricité, etc., le réseau sera vide. Donc le réseau hybride permet une totale flexibilité et d'utiliser très rapidement ce qui est existant, donc de démarrer immédiatement par une proposition de valeur sur l'IoT. Donc ça, c'est les grandes forces d'un aller réseau LoRa vite, hybride. tendre à la complétude. Exactement. Et à un moindre coût. Et à un moindre coût, alors parce qu'on économise sur le déploiement du matériel, mais surtout parce qu'on l'a fait évoluer réellement par rapport à l'usage réel sur le territoire. Merci beaucoup Jean-Luc Chazarin. Merci à vous. On va prendre les questions du chat juste après un petit jingle. Alors, les questions de nos internautes. Olivier Beaujard. Olivier, quelle est la vision de la LoRa Alliance de la pérennité de la technologie LoRaWAN? Voilà, on en parlait à l'instant avec Jean-Luc Chazarin. C'est parti pour durer combien de temps cette affaire? Olivier? Il n'y a pas vraiment de date limite. Parce qu'en fait, ce sur quoi on travaille, nous, c'est des évolutions du protocole, du logiciel LoRaWAN. Et j'ai bien aimé les exemples de complexité, dans ce qu'on appelle de provisioning, tout ça. C'est des sujets sur lesquels on travaille pour améliorer, parce qu'on ne sait pas toujours à l'avance la totalité des cas d'usage. Donc, on améliore au fil de l'eau les cas d'usage. Mais la technologie, il faut savoir qu'on utilise des bandes non licenciées, des bandes ISM pour la radio. Et donc, elles sont à usage sans durée de fin. Donc, on parle sur des pérennités, ça va dépendre après, souvent, ça dépend de la pérennité du matériel, mais on atteint 10, 15, 20 ans. Et souvent, après, de la durée de vie des batteries, si c'est entièrement sur batterie, c'est de laisser dans la nature pendant des années. Il faut savoir surtout en LoRa qu'il n'y a pas de différentes générations. On ne va pas parler d'un LoRa 2G, 3G, 4G. La radio reste la même. Ce qu'on travaille, c'est la miniaturisation et la conso. On réduit tout le temps, quand on peut, la conso et on améliore la portée, enfin la sensibilité radio. Mais c'est là pour durer, c'est très pérenne. Ça, c'est important. On a des acteurs, des capteurs qui sont dans la nature depuis le tout début, depuis presque 15 ans, comme je l'ai dit, et qui marchent encore. Merci Olivier. Question au canal de Provence à date. On a dit que 40% de vos compteurs étaient aujourd'hui connectés. Quel est votre taux de satisfaction par rapport à ce besoin spécifique? Franchement, Donner un taux de satisfaction, c'est compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est un taux de. Enfin, nous, on regarde la donnée qui remonte. Oui. Et donc, on voit ce que nous, dans notre discours quotidien, des problèmes de couverture. Mais ça couvre, c'est le cas de le dire, beaucoup de situations différentes qui peuvent être très locales ou liées au réseau. En termes de service LoRa, on a une très très bonne permanence du service. Encore une fois, après, c'est la couverture du territoire qui est plus inégale. Donc on a une bonne, je pense, satisfaction. Après, nous, comme l'a dit Guillaume, on apprend en marchant. Donc on y a vu une certaine complexité pour nous au départ, technique, technologique, comprendre comment ça marche. Et Guillaume, il a aussi appris, enfin je vais le laisser parler, mais sur ce qu'il racontait tout à l'heure, sur quand on bascule un capteur de l'opéré au privé, quels sont les cycles. Donc c'est pas forcément toujours très documenté, quoi. Voilà. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est que la première, quand on parle de télérelève, on va parler de télérelève pour la facturation. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, on partait de 70 000 compteurs à relever de manière pédestre. Donc, avec un certain temps, c'était chronophage et coûteux. Et aujourd'hui, quand 40% du parc peut être relevé presque en un instant comme ça pour facturer, forcément le gain et la satisfaction sont au rendez-vous. Ouais, on change de planète, D'autant que
Pour facturer, je n'ai besoin de connaître que 2 relevés. Le relevé de votre consommation de cette année et le relevé de l'année dernière de votre compteur. Et je fais la différence et je vous facture sur la base de la différence de ces 2 consommations. Donc je n'ai besoin que d'un seul relevé. Alors que après vous allez avoir d'autres cas d'usage. Le client à qui je vais proposer, grâce à son compteur communicant, de faire son suivi de consommation quotidien, d'apprécier s'il arrose trop, s'il arrose pas assez. Lui, il va vouloir voir des données les plus fines possibles. Donc régulièrement, donc avoir un taux de communication. Il va falloir collecter plus de données plus régulièrement. Et une couverture sur le long terme qui soit la plus favorable possible. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a encore du travail à faire et c'est pour ça qu'on a malheureusement des zones qui sont aujourd'hui peu couvertes et pour lesquelles on doit déployer probablement l'infrastructure privée et du travail à faire avec Orange et l'opérateur dans les zones où c'est un entre-deux. Autre question de nos amis en ligne, et au passage, merci pour eux donc d'essuyer les plâtres. Hein, vous l'avez dit, on apprend à marcher en marchant. Canal d'Or, c'est pointu celle-là. Canal de Provence a-t-il son propre LNS? Avez-vous imaginé utiliser le roaming? L'objectif est-il de rester en hybridation ou de passer à une internalisation progressive? Wow, 3 questions en fait. 3 questions en un. Et vous avez 30 secondes. Non, nous n'avons pas notre propre LNS. Nous faisons appel au LoRa Network Server Actility, qui est, vous me corrigerez si je dis des bêtises, le même que celui d'Orange. Et ce n'est pas pour rien, parce que nous avions été fortement recommandés il y a quelques temps en arrière à utiliser ce LoRa Network Server dans le but de mettre en place un roaming que nous avions demandé initialement il y a 4 ans, mais qui ne se faisait pas encore à l'époque, puisque nous avions déjà identifié les différents problèmes que j'ai évoqués sur le provisioning, le déplacement d'un objet d'une zone vers l'autre. Donc là, c'est tout l'objet des nouvelles offres d'Orange actuelles. Visons-nous une infrastructure propriétaire à 100% ou une infrastructure mixte? Ça, l'avenir nous le dira. Je vais botter en touche de cette façon. Bon, je vais prendre la dernière question du chat. Merci encore à nos amis en ligne, qui résume finalement un peu l'enjeu de ce webinaire. C'est quel est l'intérêt pour une collectivité de choisir un réseau LoRa hybride? Alors, il y a plusieurs avantages. Déjà, comme je le disais, ça permet de démarrer très rapidement sur la partie réseau opéré. Donc, on a disponible sur le territoire déjà un réseau qui tourne, donc pour tous les usages externes, voire certains usages internes. Donc on peut très rapidement démarrer. Un réseau propriétaire, ça demande un petit peu de temps pour être construit, hein, bien sûr. Donc environ 2 ans hein, pour un département à peu près. Et puis après, il y a aussi les notions de se demander qui va venir sur mon réseau. Lorsque c'est quelqu'un qui offre un réseau pour des acteurs publics sur le territoire, il n'est pas sûr que la régie d'eau va venir, que les gestionnaires d'éclairage vont venir, etc. Donc, quand il utilise le vôtre, il s'en fiche que par ailleurs il soit rempli. Il peut arrêter très rapidement et ça ne lui coûtera rien. Et après, en fonction des usages, on va construire la partie propriétaire très rapidement. L'autre aspect aussi, c'est de démarrer par des tests aussi sur certains territoires pour initier les personnes à l'IoT, une collectivité, une petite mairie, une agglomération qui n'est pas du tout sensibilisée à l'usage de l'IoT, parce que nous on baigne dedans, donc ça nous paraît tout à fait normal. Pour un maire dans une ville moyenne, c'est pas tout à fait évident d'utiliser le LoRaWAN. Donc avec un réseau opéré, on peut aussi lancer des tests et après se dire ça marche, donc je construis mon réseau propriétaire avec une hybridation. Après, il y a l'aspect coût aussi. Hein, donc là, c'est important aussi sur le réseau hybride. Donc il y a un moindre déploiement de matériel, de passerelles, et puis une pleine évolutivité en fonction de l'usage réel. Compris. Et après également, on travaille avec un opérateur qui sait optimiser les points hauts, qui sait mieux exploiter un réseau parce que c'est son domaine. Le réseau LoRa opéré d'Orange, c'est plus de 2 millions d'objets. 6000 passerelles, donc on a un vrai savoir-faire sur l'exploitation d'un réseau. Merci beaucoup Jean-Luc, merci Olivier Beaujard, merci à nos amis du Canal de Provence, Frédéric Bonadier et Guillaume Serra. Petit agenda juste avant de vous laisser, pardon pour les 5 minutes de retard. Vous retrouverez la LoRa Alliance au Salon des maires cette année, qui va notamment signer une convention de partenariat avec la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui fédère notamment tous les syndicats d'énergie. Ça n'est pas rien. Et puis, toute l'équipe d'Orange sera au Salon des maires, où 3 conférences, dont une à nouveau sur le LoRa, vous sera proposée pendant toute la durée
durée du Salon des maires avec sur le stand Orange des démonstrations très concrètes de passerelles et d'objets connectés. Voilà, eh bien rendez-vous au Salon des maires et merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que maintenant vous savez à peu près tout sur les réseaux LoRaWAN hybrides. À bientôt.